Le SMS est arrivé un mardi matin, alors que j'examinais des propositions d'acquisition pour ma société d'investissement. Réunion de famille avec ma sœur Olivia, vendredi à 14 heures. Lecture du testament de grand-mère. Ne fais pas d'histoire. Marcus sera là. Non. Comment vas-tu? Non, on devrait parler. Désordre, comme toujours. Marcus était son mari. Le juge fédéral Marcus Wellington III. Un fait qu'elle avait mentionné environ 7000 fois depuis leur mariage, 3 ans auparavant. J'ai répondu, j'y serai. Olivia, habille-toi convenablement. C'est une procédure judiciaire. Je fixais mon téléphone. J'avais 32 ans. Je dirigeais une société de capital investissement de 47 millions de dollars et je siégeais à 4 conseils d'administration. Mais pour ma famille, j'étais toujours la petite Emma, la déception perpétuelle qui avait choisi la finance plutôt que le droit, la banque d'investissement plutôt que la voie familiale des relations dans le système judiciaire et le prestige des clubs privés. Grand-mère Hélène était décédée 2 semaines plus tôt, à 91 ans. J'étais à ses côtés, lui tenant la main dans la chambre de l'hôpital, tandis que ma sœur assistait à une collecte de fonds pour la magistrature et que mes parents profitaient d'une croisière en Méditerranée qu'ils avaient refusé d'interrompre. Les derniers mots de grand-mère à mon égard furent « Tu as toujours été la plus intelligente, Emma. Ne les laisse pas te le faire oublier. » Je n'avais pas pleuré alors. Je ne pleurerai pas maintenant. Mes relations avec ma famille étaient compliquées depuis mes 16 ans, lorsque j'avais refusé d'intégrer Yale, leur université, préférant une université publique avec un meilleur programme d'économie. Tu gâches ton héritage, m'avait dit mon père. Tu es égoïste, avait ajouté ma mère. Olivia, de 4 ans mon aînée et déjà fiancée à un étudiant en droit issu d'une bonne famille, s'était contentée de secouer la tête avec pitié. J'ai obtenu mon diplôme de summa cum laude avec une double spécialisation en économie et en mathématiques. Ma famille était présente à la remise des diplômes, mais est partie aussitôt après, manquant ainsi la réception où j'ai reçu la médaille du chancelier pour l'excellence académique. Ils avaient un gala de charité. À 24 ans, j'ai lancé ma société d'investissement avec 200 000 $ économisés grâce à des heures interminables dans la banque d'investissement. Anderson Capital Management a débuté dans un espace de coworking du centre-ville de Seattle. À 27 ans, nous gérions déjà 15 millions de dollars. À 30 ans, nous avions dépassé les 40 millions. Aujourd'hui, à 32 ans, nous gérions 47 millions de dollars d'actifs et avions la réputation de dénicher des entreprises sous-évaluées et de les redresser. Je n'en avais jamais parlé à ma famille. Ils ne m'avaient jamais posé la question. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, à chaque repas de famille obligatoire, la conversation était la même. Olivia parlait de la dernière décision de Marcus, de leurs vacances à Martha's Vineyard, de leur nouvelle maison au bord du lac. Mes parents rayonnaient de fierté. Puis ils se tournaient vers moi avec une déception à peine dissimulée. « Tu fais toujours de la finance ?» demandait papa. « Toujours célibataire ?» ajoutait maman. « Toujours locataire ?» ricanait Olivia. J'étais en réalité propriétaire d'un Penthouse à 1,8 million de dollars en centre-ville. Mais j'avais appris il y a des années qu'il était inutile de les corriger. Ils entendaient ce qu'ils voulaient entendre. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Grand-mère Hélène était différente. Elle avait bâti son propre empire immobilier commercial dans les années 1960, à une époque où les femmes ne pouvaient même pas obtenir de prêts commerciaux sans la signature d'un homme. Grâce à une détermination sans faille et à une stratégie brillante, elle avait constitué un portefeuille de plus de 80 millions de dollars. Elle n'en parlait jamais lors des réunions de famille. Elle se contentait d'observer, d'écouter et de temps à autre, de croiser mon regard d'un air entendu. Nous avions commencé à déjeuner ensemble il y a 5 ans. Elle était la seule à poser de vraies questions sur mon travail, la seule à comprendre ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Elle était la seule à connaître la vérité sur ma réussite. « Il te sous-estime », m'avait-elle dit l'année dernière autour d'un thé. « C'est ton plus grand atout. » J'y avais beaucoup repensé depuis sa mort. Le vendredi arriva avec la pluie typique de novembre à Seattle. Je m'habillai avec soin, tailleur Armani bleu marine, bijoux discrets, chignon impeccable. J'avais l'air de ce que j'étais, une femme d'affaires sérieuse. Mais je savais que ma famille verrait ce qu'elle voyait toujours, Emma décevante qui en faisait trop. La lecture était prévue à 14 heures dans les bureaux de Whitmore & Associates, les avocats de grand-mère depuis longtemps.
Le cabinet occupait les 3 derniers étages de la tour Columbia, offrant une vue panoramique sur la baie Elliott. J'y étais déjà allé 2 fois pour des réunions concernant la structure de fiducie que grand-mère et moi avions mise en place ensemble. J'arrivai à 13h45. La réception était élégante, avec ses boiseries sombres, ses meubles en cuir et ses orchidées fraîches partout. Mes parents étaient déjà là. Ma mère en Chanel, mon père en costume sur mesure. Ils levaient à peine les yeux de leur téléphone. « Emma, dit ma mère, tu es en avance. » La circulation était plus fluide que prévu. Mon père grogna. Fin de la conversation. À 13h58, Olivia fit son entrée avec Marcus. Elle était vêtue de la tête aux pieds de vêtements de créateur, sa bague de fiançailles captant la lumière comme un petit projecteur. Marcus était grand, distingué, avec des mèches argentées aux tempes et l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. « Excusez-nous pour le retard », annonça Olivia, bien qu'il ne l'ait pas été. Marcus devait terminer une conférence téléphonique avec la cour d'appel du 9e circuit. « Pas de problème », répondit la réceptionniste d'un ton mielleux. « Monsieur Whitmore vous attend. » On nous fit entrer dans une grande salle de conférence aux baies vitrées. Jonathan Whitmore était assis en bout de table. 70 ans, associé principal, l'un des avocats spécialisés en droit successoral les plus respectés du Nord-Ouest Pacifique. À côté de lui se trouvait une femme que je reconnaissais, Patricia Chin, l'avocate personnelle de ma grand-mère et l'architecte de sa structure de fiducie. Et à côté de Patricia se trouvait une personne à laquelle je ne m'attendais pas, David Morrison, mon propre avocat d'affaires. Olivia plissa les yeux en voyant David, mais elle ne dit rien. Nous prîmes tous place. Mes parents et Olivia d'un côté de la table, Marcus au bout, près de Jonathan, et moi de l'autre côté, près de David. « Merci à tous d'être venus », commença Jonathan. « Nous sommes réunis pour examiner la succession d'Hélène Margaret Anderson. » Avant de commencer, je tiens à souligner qu'Hélène n'était pas seulement une cliente, mais une amie depuis plus de 40 ans. Son décès est une perte pour nous tous. Ma mère s'essuya les yeux avec un mouchoir. Olivia hocha la tête d'un air grave. Mon père regardait par la fenêtre. Je repensais à ma grand-mère m'apprenant à jouer aux échecs à l'âge de 8 ans. Toujours anticiper 3 coups, Emma, et ne jamais dévoiler ses véritables intentions à son adversaire. Jonathan ouvrit un dossier en cuir. Le patrimoine d'Hélène est considérable et complexe. Son principal actif est Anderson Real Estate Holdings, actuellement évalué à environ 83 millions de dollars. Il comprend également des liquidités, des biens personnels et plusieurs placements de moindre importance. Je vis ma mère se redresser. Mon père se pencha en avant. La main d'Olivia trouva celle de Marcus sur la table. Le plan successoral mis en place par Hélène est inhabituel, mais juridiquement solide, poursuivit Jonathan. Elle a créé une fiducie irrévocable il y a 20 ans, qu'elle a considérablement modifiée il y a 5 ans. La fiducie contrôle tous les actifs. Une pratique courante, déclara Marcus d'une voix de juge empreinte d'autorité naturelle. Les fiducies permettent d'éviter l'homologation et de minimiser les impôts. Une planification judicieuse. Jonathan acquiesça. En effet. Cependant, la structure de cette fiducie est assez particulière. Hélène a désigné un administrateur principal doté de pleins pouvoirs discrétionnaires sur tous les actifs et leur distribution. « Ce sera moi », affirma mon père avec assurance. « Je suis l'aîné. » « En fait, non. » Jonathan regarda Patricia, qui ouvrit son propre dossier. « L'administrateur principal, » déclara Patricia clairement, « est Emma Grace Anderson. » Un silence total s'installa. Puis, tous se mirent à parler en même temps. « C'est absurde, » dit ma mère. « Il doit y avoir une erreur, » insista mon père. « Ce n'est pas légal, » lança Olivia en regardant Marcus. Marcus leva la main, les faisant taire. Son autorité imprégnait la pièce. « Avec tout le respect que je vous dois, Emma a 32 ans et, si j'ai bien compris, elle occupe un poste de débutante en finance. Cela représente assurément un conflit d'intérêts ou témoigne d'un jugement discutable de la part d'Hélène. » David Morrison s'éclaircit la gorge. « Je suis David Morrison, conseiller juridique de Madame Anderson. » Pour information, Emma est la fondatrice et PDG d'Anderson Capital Management,
une société de conseil en investissement agréée qui gère 47 millions de dollars d'actifs. Elle siège également au conseil d'administration de 4 sociétés, dont 3 sont cotées en bourse. Elle est titulaire d'une certification de fiduciaire et a géré des fiducies complexes pour de nombreux clients. Elle est parfaitement qualifiée. Ma famille me fixait comme si j'étais un extraterrestre. Tu as dit que tu travaillais pour une société financière, dit ma mère d'une voix faible. C'est exact, répondis-je calmement. J'en suis la propriétaire. Olivia devint rouge comme une tomate. C'est ridicule. Marcus, dis-leur que c'est inadmissible. Mais Marcus me regardait différemment maintenant, son esprit critique clairement en action. Tu es PDG d'Anderson Capital Management, la société qui a géré le redressement de Cascade Tech. Oui. Et vous siégez au conseil d'administration. Il marqua une pause, passant mentalement en revue ses dossiers. Vous êtes au conseil d'administration d'Evergreen Medical. J'ai vu votre nom dans un document. Oui. Il se rassit et je le vis recalculer tout ce qu'il pensait savoir de moi. Patricia poursuivit, d'une voix professionnelle et précise. L'acte de fiducie est clair. Emma a pleine autorité sur la gestion des actifs, les décisions d'investissement et les distributions aux bénéficiaires. La fiducie prévoit des distributions annuelles à Richard et Susan Anderson. Ce sont vos parents, de 150 000 $ chacun. Olivia, vous recevez 100 000 $ par an. C'est tout. Ma mère eut un hoquet de surprise. Sur un patrimoine de 83 millions de dollars, la fiducie privilégie la croissance des actifs et les dons caritatifs, expliqua Jonathan. Cependant, ces distributions sont garanties à vie et indexées sur l'inflation. C'est en fait assez généreux. Qu'en est-il des propriétés? Mon père a exigé les immeubles commerciaux, la maison de vacances dans les îles San Juan. Tout est détenu en fiducie, dit Patricia. Sous la gestion d'Emma. Olivia se leva brusquement. Je veux contester cela. Marcus, nous devons contester cela. L'expression de Marcus était indéchiffrable. Sur quelle base? Parce que c'est de la folie, s'exclama Olivia d'une voix forte. Elle n'est pas qualifiée. Elle n'a même jamais mentionné avoir un emploi important. Je suis juste là, dis-je doucement. Non, lança Olivia sèchement. Elle se tourna vers moi, le visage déformé par la colère. N'ose même pas faire comme si tu méritais ça. Tu as disparu de cette famille il y a des années. Tu rates les fêtes. Tu ne viens jamais nous voir. Tu appelles à peine. Et maintenant, tu débarques et tu prends tout. Je n'ai rien pris, dis-je d'une voix calme. C'est grand-mère qui a pris ces décisions. Elle a modifié la fiducie il y a 5 ans après avoir longuement discuté de planification financière avec moi. Elle était sénile, dit ma mère désespérément. Non, dit Patricia fermement. J'ai personnellement évalué les facultés mentales d'Hélène, et 2 médecins indépendants l'ont examinée. Elle était parfaitement saine d'esprit. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Jonathan sortit un autre document. Hélène a aussi laissé des lettres personnelles. Emma, celle-ci est pour toi. Il fit glisser une enveloppe sur la table. Mon nom. C'était écrit dessus de la main de grand-mère, avec son écriture si particulière. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Ma très chère Emma, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que ta famille est probablement en plein désarroi. Tant mieux. Ils en ont besoin. Tu as passé toute ta vie d'adulte à être sous-estimée par ceux qui auraient dû te célébrer. Je les ai vus minimiser tes réussites, dénigrer tes choix et te traiter comme une simple note de bas de page. Ça me brisait le cœur à chaque fois. Je te nomme administratrice principale parce que tu es la seule à avoir la sagesse, l'intégrité et les compétences nécessaires pour assumer cette responsabilité. Mais surtout, je le fais parce que je veux qu'ils te voient enfin, qu'ils te voient vraiment. Tu as bâti un empire à partir de rien pendant qu'ils dépensaient leur héritage et se mariaient pour le prestige. Tu es resté humble pendant qu'ils se vantaient. Tu as continué d'apprendre pendant qu'ils se reposaient sur leur laurier. Ne les laisse pas t'intimider. Ne les laisse pas te culpabiliser. Tu as mérité cela par ta personnalité, pas en étant née première ou en faisant un bon mariage. Et puis, il y a quelque chose qu'ils ignorent. Quelque chose. Je ne leur ai jamais rien dit.
Consultez les documents de fiducie d'Anderson Holdings LLC. Page 47. Je pense que ça vous intéressera. Je t'aime, ma chérie. Rends-moi fière, ce que tu fais déjà, bien sûr, mamie. Je l'ai lu 2 fois, les yeux brûlants. Je ne pleurerai pas devant eux. Jamais. Qu'est-ce que ça dit? A exigé mon père. C'est personnel. Laisse-moi voir. Olivia a voulu prendre la lettre. Je l'ai éloignée. Non. Patricia me tendait déjà un épais dossier. Les documents de fiducie complets. Tout ce dont tu as besoin est ici. J'ai ouvert la page 47 de la section Anderson Holdings. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Anderson Real Estate Holdings n'était pas qu'un simple ensemble de propriétés. C'était la société mère de 16 SARL, chacune possédant différents biens immobiliers commerciaux dans le Nord-Ouest Pacifique. Et il y a 5 ans, mamie avait discrètement apporté des modifications. Elle m'avait transféré une participation dans 12 de ces SARL, non pas directement par le biais de la fiducie, mais sous forme de donation, en respectant le plafond d'exclusion annuel et réparti sur 5 ans. Pendant des années, j'ai possédé 40% d'Anderson Real Estate Holdings, en dehors de toute structure de fiducie. La fiducie contrôlait 60% et j'en contrôlais 40%. Ensemble, nous contrôlions en réalité tout. Page 47, dis-je lentement. Répartition de la propriété. David se pencha, vit ce que je voyais, et je le vis lutter pour garder une expression neutre. Marcus, avec son esprit juridique aiguisé, comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Qu'y a-t-il à la page 47? Les structures de la SARL, dis-je. Grand-mère était très méticuleuse. Jonathan Whitmore se permit un léger sourire. En effet, Hélène a restructuré ses avoirs il y a 5 ans avec l'aide d'Emma. Le montage actuel est plutôt élégant. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda ma mère. Cela signifie, dit Patricia, que même si vous contestiez la fiducie, ce que vous ne gagnerez pas, Emma contrôle toujours une part importante des actifs de manière indépendante. Hélène s'est assurée que la position d'Emma soit inattaquable. Le silence retomba dans la pièce. Olivia se laissa retomber dans son fauteuil. Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'Emma l'a mérité, dit Jonathan. Tout simplement. Hélène a vu Emma bâtir sa propre entreprise à partir de rien. Elle a reconnu son talent, sa détermination et son intégrité. Elle a choisi de la récompenser. Mon père était rouge de colère. C'est une trahison après tout ce que nous avons fait pour elle. Tu n'as rien fait pour elle, ai-je dit, et ma voix était plus forte que je ne l'aurais voulu. Elle a bâti son empire toute seule dans les années 60. Elle a survécu à un mari qui a tenté de lui voler son entreprise. Elle a résisté à des concurrents qui ont essayé de l'écraser. Elle n'avait pas besoin de ton aide. C'est toi qui avais besoin de la sienne. Comment oses-tu? A murmuré ma mère. C'est la vérité. Je les ai regardés un par un. Grand-mère vous a fait des dons toute votre vie. Elle a payé vos études, vos mariages, les acomptes pour vos maisons, et vous l'avez traitée comme une obligation. Quand est-ce que l'un d'entre vous lui a rendu visite pour la dernière fois? Une vraie visite, pas juste pour récupérer son chèque d'anniversaire. Personne n'a répondu. J'ai déjeuné avec elle tous les mercredis pendant 5 ans, ai-je poursuivi. J'étais là quand on lui a diagnostiqué un cancer. J'étais là pendant sa chimiothérapie. Je lui tenais la main quand elle est morte. Et toi? Ma mère est partie en croisière. J'ai terminé, et tu n'as pas interrompu la conversation, même quand les soins palliatifs ont appelé pour lui annoncer qu'il ne lui restait que quelques jours. Le visage de ma mère s'est effondré. Mon père a détourné le regard. Olivia fixait la table. Marcus s'est raclé la gorge. La situation est manifestement tendue. Peut-être devrions-nous nous réunir à nouveau. Non, a dit Olivia. Sa voix était différente maintenant. Plus faible, plus dure. Je veux savoir quelque chose, Emma. As-tu manipulé une personne âgée pour de l'argent? L'accusation planait comme un poison. David a commencé à répondre, mais j'ai posé une main sur son bras. J'ai aidé grand-mère à structurer son patrimoine selon ses valeurs. Le soutien de la famille, mais pas la dépendance, des dons caritatifs, une gestion immobilière stratégique.
Tout était son idée. Je n'ai fait que fournir l'expertise financière. Comme par hasard, a ricané Olivia. Et maintenant, tu es riche. Je m'en sortais déjà bien, ai-je dit. Mon entreprise génère environ 2,8 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je n'avais pas besoin de l'argent de grand-mère. Olivia a ri. Un rire dur et désagréable. Ah, alors maintenant tu es millionnaire. Tu vas nous dire que tu sors avec une célébrité. Je ne sors avec personne. J'étais trop occupée à travailler. À faire quoi? Mon père m'a interpellée. Que fais-tu concrètement dans cette entreprise que tu es censé diriger? J'identifie des entreprises sous-évaluées, généralement des entreprises familiales en pleine transition. Nous en prenons le contrôle, restructurons les opérations, améliorons les systèmes financiers et les développons. Ensuite, soit nous les conservons pour générer des revenus, soit nous les vendons avec profit. L'année dernière, nous avons vendu une entreprise de fabrication pour 8,3 millions de dollars que nous avions acheté 2,1 millions 3 ans plus tôt. Le chiffre les a réduits au silence. Marcus me regardait avec une sorte de respect. C'est l'affaire Cascade Tech. Tu as repris une entreprise de semi-conducteurs en difficulté et tu l'as redressée. C'était un travail impressionnant. Merci. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? A demandé ma mère, et pour la première fois, elle semblait sincèrement blessée plutôt qu'en colère. Aurais-tu écouté? J'ai croisé son regard. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, tu changeais de sujet. Chaque réussite que j'évoquais, tu la balayais d'un revers de main. Tu as cessé de t'intéresser à ma vie, alors j'ai cessé de la partager. Patricia Chin regarda sa montre. J'ai un autre rendez-vous, mais avant de partir, je tiens à clarifier les pouvoirs d'Emma. En tant que fiduciaire principale, elle gère tous les actifs du fonds, prend toutes les décisions d'investissement et détermine les montants des distributions dans les limites fixées par Hélène. Elle ne peut être destituée qu'en cas de négligence grave ou d'activité criminelle, et même dans ce cas, uniquement par un vote unanime des 3 fiduciaires subordonnés. Elle consulta ses notes, Jonathan Whitmore, moi-même et David Morrison. 3 personnes qui travaillent pour Emma, dit Olivia avec amertume. 3 personnes qui travaillent pour le fonds, corrigea Patricia. Et qui ont des obligations fiduciaires qui priment sur toute relation personnelle. Nous prenons ces responsabilités très au sérieux. Jonathan se leva, signalant la fin de la réunion. Les chèques de distribution annuels seront émis le mois prochain. Emma organisera des réunions trimestrielles pour examiner la performance du fonds. Si vous avez des questions concernant l'administration du fonds, vous pouvez contacter directement son bureau. Son bureau? Répéta mon père. hébété. Anderson Capital Management, précisa David. Nous sommes au 32e étage de la tour René. L'assistante d'Emma peut prendre des rendez-vous. Nous nous sommes tous levés. Mes parents se sont dirigés vers la porte comme des somnambules. Olivia est restée en retrait, Marcus à ses côtés. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit doucement. On ne vole pas un héritage familial comme ça. Je n'ai rien volé, ai-je rétorqué. On m'a confié une responsabilité en toute confiance. Ce n'est pas du vol. C'est de la planification successorale. Marcus a posé la main sur le bras d'Olivia. On devrait y aller. Mais Olivia s'est dégagée et s'est rapprochée de moi. Tu te crois si malin, hein? Avec ta société, ton tailleur et ton poste qui a l'air si important. Mais tu n'es toujours que la petite Emma, la déception de la famille qui n'a même pas réussi à entrer à Yale. Je ne voulais pas de Yale, ai-je dit. Je voulais construire quelque chose de concret, et c'est ce que j'ai fait. Tu as manipulé une femme mourante. Ça suffit, a dit Marcus d'un ton ferme, digne d'un juge. Olivia, c'est une accusation que tu ne peux pas prouver et que tu ne devrais pas porter. Les documents de fiducie sont légaux. Les transferts étaient enregistrés. Les qualifications d'Emma sont légitimes. C'est terminé. Olivia regarda son mari, sous le choc, se sentant trahie. Puis elle se tourna vers moi, et ce que je vis dans ses yeux était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur. Pas de moi précisément, mais de ce que je représentais. La prise de conscience que la hiérarchie familiale sur laquelle elle s'était appuyée toute sa vie venait de s'inverser. Elle se retourna et sortit sans un mot de plus. Marcus s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut, Emma,
Je suis désolé. Nous aurions dû être plus attentifs. Puis il suivit sa femme. Lorsque la pièce se vida, je me rassis lourdement. Jonathan, Patricia et David restèrent. Ça s'est passé comme prévu, dit Jonathan d'un ton sec. Hélène avait tout prédit, ajouta Patricia. Elle avait dit que ton père invoquerait le droit d'aînesse, que ta mère pleurerait et que ta sœur menacerait de porter l'affaire devant les tribunaux par l'intermédiaire de son mari. Elle les connaissait bien. Elle te connaissait mieux que personne, dit Jonathan. Il y a 5 ans, elle m'a dit que tu étais la seule personne assez intelligente et intègre pour gérer ça. Elle avait raison. David sortit son ordinateur portable. Nous devrions discuter des prochaines étapes. Le fonds a besoin d'une gestion active et tu as des décisions à prendre. Pendant l'heure qui suivit, nous avons examiné la structure du fonds. Les 83 millions de dollars d'actifs immobiliers généraient environ 6,2 millions de dollars de revenus nets d'exploitation annuels. Après les distributions familiales et les frais d'exploitation, qui laissaient environ 4,8 millions de dollars par an pour le réinvestissement et les dons caritatifs, Grand-mère avait spécifié qu'au moins 15% des revenus annuels du fonds soient versés à des organismes de bienfaisance soutenant les femmes dans les affaires, l'éducation, l'accès aux ressources et la recherche sur le cancer. Cela représentait un minimum de 930 000 dollars par an. Elle t'a en quelque sorte transformé en gestionnaire de fondations privées, observa Patricia. Plus en gestionnaire de portefeuille immobilier, plus en gérant ta propre entreprise. Tu vas être très occupé. Je peux gérer ça. Je sais que tu en es capable. C'est pour ça qu'Hélène t'a choisi. Patricia ferma son dossier. Une dernière chose. Hélène a laissé des instructions précises concernant ses biens personnels. Il y a certains objets qu'elle voulait. Tu dois la voir. Ils sont à la maison. La maison de San Juan? Non, sa maison. L'original. J'ai levé les yeux brusquement. La maison Magnolia. Je croyais qu'elle l'avait vendue il y a des années. Patricia secoua la tête. Elle ne l'a jamais vendue. Elle a laissé croire à ta famille qu'elle l'avait fait, mais elle l'a gardée. Elle est détenue par l'une des SARL dont tu es maintenant copropriétaire. Elle vit dans la maison d'amis depuis 2 ans. En fait, la maison principale est vide. Elle attend. Attendre quoi? Patricia sourit. Elle a dit que tu le saurais quand tu la verrais. La maison Magnolia se dressait sur une falaise surplombant Puget Sound, une vaste demeure de style craftsman des années 1920 avec une vue imprenable sur les montagnes olympiques. J'y avais passé mes étés d'enfant avant que grand-mère ne déménage soi-disant dans un appartement plus petit. Patricia m'y a retrouvé samedi matin avec les clés. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Poutres en bois sombre, bibliothèques encastrées, banquettes près des fenêtres donnant sur l'eau, mais elle avait été modernisée. Nouvelle cuisine, salle de bain rénovée, peinture fraîche. Elle était pleine de charme. C'est prêt. Elle l'a préparé pour toi, dit Patricia. Elle a passé l'année dernière à s'assurer que tout soit parfait. Dans le bureau, il y avait un bureau avec une enveloppe dessus. Une autre lettre. Emma, cette maison renferme mes plus beaux souvenirs. Ton grand-père et moi y avons élevé nos enfants. Tu as appris à lire sur le rebord de la fenêtre donnant sur le jardin. Cette maison représente tout ce que j'ai construit et tout ce en quoi j'ai cru. Mes racines, ma famille, mon héritage. Mais la famille, ce n'est pas que les liens du sang. Ce sont les gens qui te voient, qui croient en toi, qui célèbrent tes réussites au lieu de les envier. Ta vraie famille, ce sont peut-être tes amis, les mentors qui t'ont guidé, l'équipe que tu as bâtie dans ton entreprise. Cette maison est à toi, vraiment à toi. Elle n'est pas détenue en fiducie. J'ai transféré le titre de propriété il y a 3 mois. C'est mon cadeau pour toi, pour être exactement qui tu es. Vis ici. Construis ta vie ici. Entoure-toi de gens qui te méritent. Nema. Pardonne-leur si tu le peux. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que garder rancune ne fera que te blesser. Ce sont des personnes imparfaites qui ont fait des erreurs. Ne laisse pas leurs erreurs t'atteindre. Définis ton avenir. Mais n'oublie pas qui tu es. Tu es la fille diplômée de Sumalais, celle qui a bâti une entreprise à partir de rien, celle qui est restée auprès d'une femme mourante parce que c'était la chose à faire. Tu n'es pas la déception de la famille. Tu ne l'as jamais été. Tu as toujours été une réussite. Ils ne savaient juste pas le voir. Oh ma chérie, grand-mère.
J'ai parcouru les pièces vides, les imaginant remplies de meubles, de vie, de l'avenir que je n'avais pas eu le temps de planifier, faute de temps. La maison valait au moins 2,3 millions, peut-être plus, avec la vue et l'emplacement. Grand-mère m'avait tout donné, pas seulement de l'argent et des biens, mais aussi de la reconnaissance, de l'affection, cette reconnaissance dont j'avais faim de me passer pendant 15 ans. Je suis restée dans le bureau, à regarder le bruit, et j'ai enfin laissé couler mes larmes. Lundi matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé 17 appels manqués de ma famille. Je n'ai pas rappelé. Mardi, ma mère s'est présentée à mon bureau. Mon assistante, Rachel, m'a appelé pour me prévenir. Ta mère est là. Il insistait. Donne-moi 5 minutes, puis fais-la entrer. Quand ma mère entra, elle paraissait plus petite, plus vieille. Elle s'assit en face de mon bureau, celui-là même où j'avais négocié des contrats à millions de dollars, et croisa les mains. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, commença-t-elle. À propos de ne pas rendre visite à grand-mère, de ne pas t'être renseignée sur ta vie. J'attendis. Tu avais raison. On a baissé les bras. On a fait des suppositions. Elle marqua une pause. Je suis désolée, Emma. Je suis désolée qu'on n'ait pas vu ce que tu avais accompli. Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de nous. C'étaient les excuses que j'attendais depuis des années, mais elles arrivaient trop tard et sonnaient faux. Merci de dire ça. On peut, hésita-t-elle. On peut recommencer? On peut essayer d'être une vraie famille? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. J'aimerais croire que c'est possible, mais ça va prendre du temps. Et ça va exiger un vrai changement, pas seulement des paroles. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Tu viendras au moins pour Thanksgiving. Non. Pas d'attente, pas de pression. Viens, tout simplement. J'ai repensé à la lettre de grand-mère. Pardonne-leur si tu peux. Je viendrai, ai-je dit. Mais j'amène mon équipe du travail. Ils font partie de ma famille, eux aussi. Ma mère a tressailli, mais a hoché la tête. Bien sûr, nous serions ravis de les rencontrer. Après son départ, je me suis assise à mon bureau, les yeux rivés sur la photo posée sur mon étagère. Grand-mère et moi à ma remise de diplôme, rayonnante de bonheur. Elle avait fait 5 heures de route pour être là, mes parents étant partis plus tôt. Mon téléphone a vibré. Un message d'Olivia. Marcus dit, « Je te dois des excuses. » Il a raison. Je suis désolée. J'ai été horrible. J'ai longuement dévisagé le message avant de répondre. Accepté, mais cela va prendre du temps. Sa réponse est arrivée immédiatement. Je comprends. 3 mois plus tard, je me tenais devant l'Assemblée générale de la première cérémonie de remise des bourses de la Fondation de la famille Anderson. Nous avions attribué 930 000 $ à 15 organisations soutenant les femmes entrepreneurs, les étudiants de première génération et la recherche sur le cancer. Mes parents étaient dans l'assistance. Olivia et Marcus. Ils avaient assisté à toutes les réunions trimestrielles du fonds de fiducie, posé des questions pertinentes et peu à peu, commencé à me traiter comme la professionnelle que j'étais. Ce n'était pas parfait. Nous n'étions pas une famille de films Hallmark, mais nous faisions de notre mieux. La Magnolia House était désormais entièrement meublée. J'y avais organisé Thanksgiving, et Noël aussi. Mon équipe d'Anderson Capital s'était intégrée à mes réunions de famille parfois maladroites, emplissant les pièces de rire et de véritables conversations. David Morrison, Patricia Chin et Jonathan Whitmore étaient devenus non seulement mes conseillers, mais aussi mes amis, les personnes dont grand-mère savait que j'aurais besoin pour m'orienter dans cette nouvelle réalité. Et chaque mercredi, je me rendais sur la tombe de grand-mère avec des fleurs fraîches et je lui racontais la semaine, les performances du fonds, les entreprises que nous avions acquises, les subventions que nous avions accordées, le processus lent, douloureux mais plein d'espoir de reconstruction des relations familiales. Mais surtout, je la remerciais de m'avoir vue quand personne d'autre ne l'avait fait. D'avoir cru en moi quand je doutais à peine de moi-même. De m'avoir appris que le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de j'ai eu raison. Le fonds de fiducie vaut désormais 89 millions de $ et continue de croître. Anderson Capital Management gère 63 millions de $ d'actifs. Je siège à 6 conseils d'administration et j'accompagne 3 jeunes femmes qui créent leur propre société d'investissement. Ma famille perçoit les distributions,
participe aux événements de la fondation et a cessé de qualifier mon travail de « truc de finance ». Il m'appelle Emma maintenant, et non plus « petite Emma ». Il pose de vraies questions et écoute les réponses. Ce n'est pas tout ce que je souhaitais, mais c'est plus que ça à quoi je m'attendais. Et chaque fois que je vois le titre de directrice générale des administrateurs sur des documents juridiques, que je visite la Magnolia House ou que je prends une décision concernant l'héritage de grand-mère, j'entends sa voix. Tu as toujours été la plus intelligente, Emma. Ne laisse personne te le faire oublier. Jamais, grand-mère.